La famille. Au-delà du sang-famille. On nous dit que c'est une question de sang, d'ADN qui se transmet d'une génération à l'autre. Mais qu'est-ce qui fait vraiment une famille? Est-ce que le code génétique ou est-ce quelque chose de plus profond, quelque chose construit à travers les larmes et les rires, à travers les histoires au coucher et les pansements sur les genoux écorchés, à travers le fait d'être là quand cela compte le plus? Boston, 2003. Rebecca Morgan ajusta les pivoines fraîches dans le vase en cristal sur la table à manger de sa maison de ville à Beacon Hill. À 32 ans, elle avait construit ce que beaucoup appelleraient une vie parfaite, une carrière réussie dans le design d'intérieur avec la clientèle d'élite de Boston. Une belle maison présentée dans Architectural Digest et un mari dont l'étoile montante dans le droit des sociétés n'était égalée que par ses relations politiques. Elle passa son doigt sur l'acajou sculpté de la table ancienne, un cadeau de mariage des parents de James. La table avait 12 chaises. Un jour, espérait-elle, il les remplirait toutes d'enfants et de petits-enfants, de dîners de famille, de réunions de vacances, le beau chaos dont elle avait toujours rêvé. « Tu passes 10 minutes à arranger ces fleurs, » dit James, s'approchant par derrière. Son reflet rejoignit le sien dans le miroir orné sur le mur, tous deux l'image du succès bostonien, elle avec sa chevelure blonde miel et sa robe sur mesure, lui avec son costume de pouvoir et son sourire confiant. Il l'entoura de ses bras par la taille, posant son menton sur son épaule. Elles ont l'air parfaites, comme tout ce que tu touches. Rebecca s'adossa à lui. Le Dr. Collins a appelé. J'ai un rendez-vous cet après-midi. Les yeux de James rencontrèrent net les siens dans le miroir. Bien, peut-être que nous aurons enfin des réponses. Rebecca hocha la tête, essayant de calmer le battement nerveux dans son estomac. Ils essayaient de concevoir sans succès depuis 2 ans. Les tests initiaux n'avaient pas été concluants. Aujourd'hui pourrait apporter des réponses, et espérons-le, des solutions. J'ai un bon pressentiment à ce sujet, dit James, embrassant sa joue avant de prendre sa mallette. Les gènes Harrington sont forts. Ma mère a eu 4 enfants, tu te souviens? Ça prend juste un peu de temps. J'espère que tu as raison, dit Rebecca, forçant un sourire. J'ai la réunion Maxwell, puis des verres avec le chef de cabinet du sénateur Wells. Je serai à la maison à 8 heures. Il vérifia sa Rolex. Tu m'envoies un message après le rendez-vous? Rebecca hocha la tête. Bien sûr. Lorsque la porte se ferma derrière lui, le sourire de Rebecca s'évanouit. Elle porta sa main à son ventre plat. Vide. Peut-être pas pour longtemps, espérait-elle. Elle avait planifié la chambre de bébé dans sa tête 12 de fois. Des murs d'un vert doux, une fresque peinte à la main d'une prairie, le berceau antique qu'elle avait trouvé lors d'une vente immobilière à Concord. Elle était prête. Plus que prête. Le bureau du Dr. Collins était décoré dans des tons apaisants de bleu et de vert. Mais Rebecca ne ressentit rien de cela, alors qu'elle était assise en face du spécialiste de la fertilité, essayant de traiter les mots qui tombaient comme des pierres entre eux. Insuffisance ovarienne prématurée, dit doucement le Dr. Collins. Cela signifie que vos ovaires ont cessé de produire des ovules plus tôt qu'ils ne le devraient. Mais je n'ai que 32 ans, murmura Rebecca. C'est inhabituel à votre âge, mais cela arrive. Vos tests hormonaux le confirment. Je suis vraiment désolé, Rebecca. Il n'y a... Le mot résonna creux, tandis que Rebecca rentrait chez elle étourdie, les larmes brouillant occasionnellement sa vision. La beauté du Boston Common, qui commençait à peine à fleurir avec le printemps, lui passa inaperçue. Tout ce qu'elle pouvait voir était la chambre de bébé qui n'existerait peut-être jamais. Elle rentra dans l'allée 2 heures avant que James ne rentre à la maison.
assez de temps pour traiter, pour respirer, pour trouver comment le lui dire. Elle prépara du thé, laissant le rituel familier la calmer légèrement. Ovule de donneuse, maternité de substitution, adoption, différentes voies vers la même destination. Ils pouvaient toujours avoir leur famille. Lorsque la porte s'ouvrit à 8h30, Rebecca était assise dans le salon, les mains autour d'une tasse de thé froid. « Désolé pour le retard », appela James. « Le gars de Wells est intéressé à soutenir ma nomination judiciaire l'année prochaine si je veux aller dans cette voie. Ça pourrait changer la donne. » Il entra dans le salon, desserrant sa cravate. Puis il s'arrêta quand il vit son visage. « Rebecca, que s'est-il passé? Qu'a dit le médecin? » Rebecca leva les yeux, contemplant le beau visage de son mari, essayant de trouver les bons mots. « James, je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai une insuffisance ovarienne prématurée. Mon corps ne peut plus produire d'ovules viables. » James resta très immobile, comme si l'air s'était solidifié autour de lui. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu ne peux pas avoir d'enfant » ? Je ne peux pas concevoir naturellement. Mes ovaires ont cessé de fonctionner correctement. Il doit y avoir des traitements, des médicaments, demanda-t-il. Le médecin dit que les chances sont presque inexistantes, même avec traitement. James passa une main dans ses cheveux noirs. Nous allons demander un deuxième avis. Collins ne sait pas tout. J'ai fait des recherches toute l'après-midi. Le diagnostic est clair, d'après mes niveaux hormonaux. Rebecca se leva, cherchant sa main. Mais il y a d'autres options. Pourrions-nous utiliser des ovules de donneuse ou la maternité de substitution? Utiliser les ovules d'une autre femme? Interrompit James, sa voix étrange. Donc l'enfant ne serait pas biologiquement le tien? Quelque chose de froid s'installa dans l'estomac de Rebecca. Non, pas biologiquement, mais je porterai le bébé. Serait-il toujours ton enfant biologique? James s'écarta, marchant vers la fenêtre, donnant sur leur jardin soigné. « Qu'en est-il de l'adoption? » demanda-t-elle doucement. Il serait dit. Quand il se retourna, son visage avait changé d'une manière que Rebecca ne pouvait définir. « L'adoption? Élever l'enfant de quelqu'un d'autre? »« Notre enfant, » corrigea Rebecca. « Une fois que nous adoptons, ce seront nos enfants. » James secoua la tête. « Connais-tu mes plans, Rebecca? Le cabinet, la nomination judiciaire, éventuellement, la politique. J'ai besoin d'une famille complète pour mon image. Les enfants ne sont pas négociables. Ce serait toujours une famille complète. J'ai besoin de ma propre lignée sanguine, dit James, sa voix se durcissant. Mon héritage compte. Le nom Harrington signifie quelque chose dans cette ville. Rebecca le fixa, l'incrédulité remplaçant son angoisse antérieure. Es-tu en train de dire que tu ne veux des enfants que s'ils sont biologiquement liés à toi? Je suis pratique. Ma trajectoire de carrière exige certaines choses. Une famille traditionnelle en fait partie. Traditionnelle? La voix de Rebecca s'éleva. Qu'en est-il de l'amour? L'engagement? Pour le meilleur et pour le pire, tu te souviens de ses vœux? Le visage de James se ferma comme une porte. Je t'ai épousée pour fonder une famille, Rebecca. Une famille avec des enfants qui partagent moi. Des enfants qui porteront le nom et l'héritage de Harrington. Alors, qu'es-tu en train de dire? Que parce que je ne peux pas te donner d'enfant biologique, notre mariage est... quoi? Nul. Je dis que nous voulons maintenant des choses différentes. Rebecca se sentit comme si elle avait été frappée. Maintenant, rien n'a changé dans ce que je veux. Je veux toujours une famille avec toi. Je te veux toujours toi. Tu ne peux pas me donner ce dont j'ai besoin. La voix de James était étrangement calme, comme s'il discutait d'une affaire qui avait mal tourné. J'ai été patient pendant 2 ans. J'ai soutenu les rendez-vous, les traitements, mais j'ai besoin de faire face à la réalité. Mon horloge biologique tourne aussi. Un rire hystérique bouillonne dans la gorge de Rebecca. Ton horloge biologique? Tu as 34 ans.
Et je veux être un père jeune et actif, pas élever des adolescents à 50 ans. Le monde de Rebecca s'écroulait. La pièce, si joliment décorée soudain, était une scène aussi artificielle que l'homme en face d'elle. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Tu parles de notre mariage, de notre vie ensemble, comme si c'était une sorte de contrat avec des conditions. À bien des égards, le mariage est un contrat, et les termes changés. Le lendemain matin, Rebecca se réveilla au bruit des portes de placard s'ouvrant et se fermant. Elle trouva James dans leur chambre, en train d'enlever méthodiquement des costumes des cintres et de les placer dans une valise. « Qu'est-ce que tu fais? » Sa voix était rauque d'avoir pleuré jusqu'à s'endormir. « Je vais rester au Mandarin oriental pendant un moment, jusqu'à ce que nous réglions les choses. »« Régler quoi? Si tu peux supporter d'être marié à une femme stérile. » Le mot était amer sur sa langue. James continua de faire ses valises. « Tu es dramatique. C'est une question pratique. »« Pratique? » Rebecca lui arracha une chemise des mains. « Il n'y a rien de pratique à abandonner ta femme le lendemain du jour où elle reçoit une nouvelle médicale dévastatrice. Je suis désolé pour ton diagnostic, vraiment, mais cela ne change pas mes besoins. » « Tes besoins? » La voix de Rebecca se brisa. « Qu'en est-il de mes besoins? Je viens d'apprendre que je ne peux pas avoir les enfants que nous avions prévus. J'ai besoin du soutien de mon mari, pas de son abandon. » James ferma la valise, ses mouvements précis et contrôlés. « Je pense que nous avons tous les deux besoin d'espace pour considérer nos options. »« Options? » répéta Rebecca d'une voix creuse. « Tu veux dire tes options? Rester avec ta femme infertile ou trouver quelqu'un de nouveau qui peut te donner des enfants biologiques? » James ne le nia pas, et ce silence dit tout à Rebecca. Lorsque les papiers de divorce arrivèrent 3 semaines plus tard, Rebecca ne fut pas surprise. Elle se sentit seulement vide. Dans la froide salle de conférence du cabinet d'avocat de James, elle s'assit en face de l'homme qu'elle avait aimé pendant 7 ans. Le regardant signer leur mariage avec la même plume qu'il utilisait pour signer des contrats à $1 million. « Je t'ai épousé pour fonder une famille, » dit James en faisant glisser les papiers sur l'acajou poli. « Pas pour adopter les enfants d'étrangers. » Rebecca le regarda. Elle le regarda vraiment. Voyant pour la première fois l'ambition qui brûlait plus fort que tout amour qu'il aurait pu ressentir pour elle. Ces étrangers auraient été nos enfants. La famille, ce n'est pas une question d'ADN. C'est une question d'amour. James ajusta sa cravate. « Tu as droit à ta perspective, et j'ai droit à la mienne. » L'accord fut généreux financièrement. James pouvait se permettre d'être magnanime avec l'argent, mais le divorce social fut brutal. Leurs amis, principalement liés par le cabinet de James et les cercles politiques, prirent parti. Rebecca se retrouva non invitée au gala de bienfaisance, au garden party, au calendrier social qui avait rempli sa vie. 2 mois après avoir signé les papiers du divorce, Rebecca les vit dans son restaurant préféré, James et Catherine Wilson, la fille de l'associé directeur de son cabinet d'avocat. Elle était belle, 10 ans plus jeune que Rebecca, et elle regardait James avec des yeux adorateurs. « J'ai entendu dire qu'elle était déjà enceinte, » murmura l'hôtesse en s'excusant en conduisant Rebecca à une table loin du couple heureux. Ils annonceront leur fiançailles la semaine prochaine. Rebecca ne termina pas son repas. Elle laissa de l'argent liquide sur la table et sortit. Passant devant leur table sans être remarquée, un fantôme dans sa propre vie. Cette nuit-là, elle se tint dans la chambre de bébé qui n'existerait jamais, la pièce qu'elle avait gardée vide, attendant. Elle devait quitter Boston, loin des chuchotements, des regards dits de pitié, des cercles sociaux qui s'étaient refermés contre elle, loin de la possibilité de tomber sur James et sa jeune fiancée fertile. Elle appela un agent immobilier le lendemain matin. Elle vendit la maison de ville 2 semaines plus tard.
Elle emballa ce qui comptait dans sa voiture et laissa le reste à la vente immobilière. Boston avait été son rêve, mais les rêves changent, ou sont parfois forcés de changer. Chicago, 2003. Le petit appartement dans le North Side de Chicago ne ressemblait en rien à la maison de ville de Beacon Hill. Un studio avec une kitchenette, une salle de bain où la porte heurtait les toilettes si elle était ouverte trop loin, et une vue sur le mur de briques du bâtiment voisin. Mais il était à elle, payé avec l'argent de l'accord de divorce qui finirait par s'épuiser. Rebecca s'assit en tailleur sur son nouveau futon IKEA, son ordinateur portable ouvert, cherchant des offres d'emploi. Boston avait été à elle de prendre. Sa liste de clients comprenait des épouses de sénateurs, des PDG, des familles de vieilles fortunes rénovant des maisons historiques. Chicago était différent, anonyme, un nouveau départ. Elle avait essayé d'appeler ses anciens clients pour des références, seulement pour découvrir que la portée de James s'étendait plus loin qu'elle ne l'avait imaginé. D'une manière ou d'une autre, le mot avait circulé que Rebecca Morgan était difficile, émotionnellement instable, peu fiable. La campagne de dénigrement fut efficace. 3 cabinets de design l'avaient interviewée. Puis, ils annulèrent mystérieusement leurs offres. « Ben », murmura-t-elle, fermant les listes de cabinets de design haut de gamme et ouvrant un site web d'emploi à la tâche. « Je n'ai pas besoin d'eux. » Pas 2 jours plus tard, elle aidait un jeune couple à Wicker Park à choisir des couleurs de peinture pour leur premier condominium. Le travail payait une fraction de ce qu'elle avait gagné à Boston, mais leur appréciation sincère de ses conseils remplit un petit vide dans son cœur. « Tu as un si bon œil, » dit la femme, serrant des échantillons de peinture. Notre endroit aura l'air incroyable. De petits travaux menèrent à des recommandations de bouche à oreille, une consultation en peinture ici, un arrangement de meubles là. Rebecca créa un site web présentant son portfolio de Boston. Elle imprima des cartes de visite chez Kinko's. Elle s'efforça d'une manière qu'elle n'avait jamais eu à le faire auparavant, acceptant des emplois que d'autres auraient pu considérer comme étant en dessous de son expertise. 4 mois plus tard, elle reçut un appel d'un magasin de meubles familial local. « Nous avons besoin de quelqu'un pour concevoir des expositions de pièces », expliqua le propriétaire. « Rien de fantaisiste, juste rendre nos modèles d'exposition attrayants. 20 heures par semaine, horaire flexible. Ce n'était pas prestigieux. Ce n'était pas particulièrement créatif, mais c'était un revenu constant qui étirerait davantage l'argent de son accord. « Je vais le prendre », dit Rebecca. La routine aida. Travail, maison, dîner à emporter tout en regardant la télévision sans intérêt. Occasionnellement, un film seul, s'endormant au son inconnu de la circulation de Chicago. Se réveiller, répéter. Elle ignora le vide qui l'accueillait chaque nuit. Elle ignora les magasins de vêtements pour bébés devant lesquels elle passait en allant au travail. Elle ignora les familles dans le parc le week-end. C'était sa vie maintenant. Elle s'adaptait, jusqu'à la chambre d'enfant. « Nous avons besoin d'une pièce d'exposition pour notre nouvelle ligne de meubles pour enfants », expliqua son patron, conduisant Rebecca à un coin vide du sol de la salle d'exposition. Lits superposés. Bureau. Rangement de jouets. Rends-le magique. Quelque chose qui fera que les parents ouvriront leur portefeuille. Rebecca hocha la tête professionnellement. Un thème particulier en tête? Quelque chose de neutre, capricieux, mais pas enfantin. C'est pour les enfants d'âge scolaire primaire. Pendant 3 jours, Rebecca se consacra au design. Un thème de forêt avec des auvents de feuilles peintes au plafond. Un coin lecture sous le lit superposé inférieur. Des lumières étoiles clignotant à travers le plafond feuillu. Un bureau construit pour ressembler à une cabane dans les arbres.
chaque détail parfait. Quand elle eut fini, elle resta seule dans l'espace magique qu'elle avait créé pour des enfants qui n'existaient pas, qui n'existeraient jamais. Pas pour elle. Quelque chose se brisa à l'intérieur d'elle. Elle s'effondra sur le lit superposé inférieur, entourée par la scène de forêt ludique qu'elle avait peinte. Et elle sanglota. Des pleurs profonds et convulsifs qui semblaient venir de son âme même. Tout ce qu'elle avait retenu pendant 6 mois se déversa en même temps, résonnant dans le magasin vide après les heures de fermeture. « Bonjour, y a-t-il quelqu'un? » Oh! Rebecca leva les yeux, mortifiée de trouver une petite femme asiatique debout dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude sur son visage. « Je suis tellement désolée, » haleta Rebecca, s'essuyant les yeux. « Je pensais que tout le monde était parti. » « Je déposais des circulaires pour la collecte de fonds, » dit la femme, désignant la pile dans ses bras. La propriétaire a dit que c'était bon. Elle hésita, puis entra dans la pièce. « C'est magnifique. Est-ce que vous qui l'avez conçu? » Rebecca hocha la tête, essayant de se ressaisir. « C'est pour la nouvelle ligne pour enfants. » La femme s'assit à côté d'elle sur le lit superposé. « Je m'appelle Maylene. Je suis travailleuse sociale au Chicago Children's Center. Nous aidons les enfants dans le système de placement familial. » Elle regarda autour d'elle. « Cette pièce serait un rêve pour les enfants avec qui je travaille. » Rebecca s'essuya les yeux. « Merci. Je m'appelle Rebecca et je suis désolée pour la crise. Ça a été une année difficile. » Maylene lui offrit un mouchoir de son sac. « Pas besoin de s'excuser. Nous avons tous nos moments. » Elle regarda Rebecca pensivement. « En fait, j'ai une proposition. Notre centre a besoin d'aide pour redessiner nos salles de visite, les rendant plus accueillantes pour les visites familiales. C'est un travail bénévole. Mais peut-être que cela vous intéresserait. Vous avez clairement un don. » Rebecca cligna des yeux, surprise. « Je pourrais aider avec ça. » « Merveilleux. » Maylene lui tendit une carte. « Viendriez-vous la semaine prochaine? Je vous ferai faire le tour. » Le Chicago Children's Center était situé dans une maison victorienne, convertie à Humboldt Park. L'extérieur était d'un jaune joyeux avec des garnitures bleues, mais à l'intérieur, les pièces étaient institutionnelles et usées. Des murs beiges, des meubles dépareillés, un éclairage fluorescent qui bourdonnait et clignotait occasionnellement. « Nous faisons ce que nous pouvons avec notre budget, » expliqua Maylene en montrant les installations à Rebecca. « Mais l'esthétique n'est pas la priorité lorsque nous nous battons pour fournir les bases. » Rebecca hocha la tête, cataloguant déjà mentalement des améliorations rapides et peu coûteuses. La peinture ferait une grande différence, et un éclairage plus doux, peut-être des meubles donnés. « Nos salles de visite sont la priorité, » dit Maylene, ouvrant une porte sur un espace qui était censé faciliter la réunification familiale, mais qui ressemblait plus à un bureau stérile. C'est là que les enfants rencontrent leurs parents, travaillant souvent à la réunification. Nous voulons que cela soit sûr, confortable, comme un foyer. « Je peux vous aider avec ça, » dit Rebecca, les idées coulant déjà. Elle pourrait appeler certains de ses contacts fournisseurs pour des dons. Au cours des semaines suivantes, Rebecca se retrouva à passer plus de temps au centre. Elle sollicita des dons de peinture auprès des quincailleries locales. Elle convainquit son patron du magasin de meubles de donner des modèles d'exposition invendus. Elle installa des lampes douces et des tapis colorés. Elle peignit des fresques sur les murs. Le travail remplissait quelque chose en elle qui était vide depuis Boston. Ici, ses compétences en design ne visaient pas à impressionner des clients fortunés. Elles visaient à créer de la sécurité et du confort pour des enfants qui n'avaient ni l'un ni l'autre. « Vous avez un don », lui dit Maylene un après-midi alors qu'elle admirait une salle de jeu nouvellement transformée, non seulement pour le design, mais pour comprendre ce dont ces enfants ont besoin. « Avez-vous déjà envisagé d'être mère d'accueil? » Le cœur de Rebecca se serra. «
Je ne pense pas être en position de... Un tumulte dans le couloir l'interrompit. Des voix fortes. Un enfant qui pleure. Maylene soupira. Nouvelle admission. Excusez-moi. Rebecca l'a suivi jusqu'au bureau principal, où une travailleuse sociale d'apparence épuisée tentait de calmer 3 enfants. Un garçon d'environ 7 ans, une fille d'environ 5 ans, et un bébé d'environ 10 mois, gémissant dans un porte-bébé. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture hier, expliqua doucement la travailleuse sociale à Maylene. Aucun parent ne s'est manifesté. Nous avons besoin d'un placement d'urgence. 3 frères et sœurs? Maylene fronça les sourcils. Ça va être difficile. Nous n'avons pas beaucoup de foyers qui peuvent accueillir un groupe de frères et sœurs de cette taille. Ils devront être séparés, dit la travailleuse sociale, avec de la résignation dans la voix. Les Anderson pourraient prendre le bébé. Les Patel ont de la place pour un de plus, et nous trouverons un endroit pour l'aîné. Rebecca observa les 2 enfants plus âgés se tenant de la main, les épaules fines du garçon raides de tension, alors qu'il essayait de réconforter sa petite sœur. Les pleurs du bébé devinrent plus désespérés. « Ne peuvent-ils pas rester ensemble ?» demanda Rebecca. « Ils viennent de perdre leurs parents. » Les travailleuses sociales échangèrent des regards. « Nous essayons, » dit doucement Maylene. « Mais trouver un placement pour 3 enfants ensemble, surtout en incluant un bébé, est presque impossible. » Rebecca s'agenouilla à la hauteur des enfants. Le garçon la regarda avec méfiance, son bras protecteur autour de sa sœur. « Bonjour, » dit Rebecca doucement. « Je m'appelle Rebecca. Comment vous appelez-vous? » Le garçon hésita. « Je m'appelle Michael. C'est Zoé. » Il désigna le bébé. « C'est Emma. » « Ce sont de beaux noms, » dit Rebecca. « J'aime la façon dont tu prends soin de tes sœurs. C'est très courageux. » Le menton de Michael trembla légèrement avant qu'il ne redresse ses épaules. « J'ai promis à maman que je prendrais soin d'elle. » Quelque chose bougea dans la poitrine de Rebecca, une porte s'ouvrant là où elle pensait qu'il n'y avait qu'un mur. Elle regarda les 3 enfants, voyant soudain son propre reflet dans leur perte, leur incertitude, leur besoin. La peur dans leurs yeux était la même peur qu'elle avait ressentie en signant ses papiers de divorce, en vendant sa maison, en recommençant dans une ville étrange. Personne ne devrait se sentir non désiré. Ni eux, ni moi. « Et si? » Rebecca se leva, se tournant vers Maylene. « Et s'ils venaient chez moi, juste temporairement, jusqu'à ce que vous trouviez un placement permanent pour les 3. » Les yeux de Maylene s'écarquillèrent. « Rebecca, c'est une entreprise énorme. 3 enfants, y compris un bébé, et vous n'êtes pas certifiée comme mère d'accueil. Je pourrais commencer le processus immédiatement, » dit Rebecca, surprise par sa propre certitude. « J'ai un studio, mais je pourrais déménager, utiliser une partie de mon argent de l'accord. J'ai de la place dans ma vie, de la place dans mon cœur. » « Ce n'est pas si simple, » commença l'autre travailleuse sociale. « Je sais que ce n'est pas simple, » coupa Rebecca. « Mais les séparer n'est pas simple non plus. Au moins, de cette façon, ils restent ensemble pendant que vous cherchez une solution permanente. » Maylene l'étudia pendant un long moment. « Laissez-moi passer quelques appels. Par un miracle, ou peut-être en raison du manque désespéré de foyers d'accueil disposés à prendre des groupes de frères et sœurs, Rebecca se vit accorder le statut d'accueil temporaire d'urgence. Sa vérification des antécédents fut accélérée. Son appartement fut inspecté à la hâte. « C'est très inhabituel, » lui dit la travailleuse de licence. « Vous devrez commencer la formation appropriée pour les parents d'accueil immédiatement et trouver un appartement plus grand dans les 30 jours. » Rebecca hocha la tête, signant formulaire après formulaire. Ses mains tremblaient légèrement à la grandeur de ce qu'elle entreprenait. « Je comprends. » Cette nuit-là, son petit studio encombré de berceaux empruntés et de matelas pneumatiques, Rebecca s'assit au bord de son futon,
regardant 3 enfants endormis, des étrangers, qui étaient soudainement devenus sa responsabilité. Michael dormait rigidement, comme s'il était prêt à se réveiller au moindre bruit. Zoe s'était finalement endormie, agrippant un lapin en peluche en lambeaux. La petite Emma, épuisée par des heures de pleurs, reniflait doucement dans le berceau portable. « Qu'ai-je fait ?» pensa Rebecca, la panique montant. « Je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas comment être mère. Je n'ai pas ce qu'il faut. » Puis Emma gémit dans son sommeil. Sans réfléchir, Rebecca tendit la main dans le berceau, frottant doucement le dos du bébé, jusqu'à ce qu'il se calme. L'action simple, si instinctive, les calma toutes les deux. « Peut-être que je ne sais pas comment être mère, » pensa Rebecca. « Mais je peux apprendre. Je peux essayer. Je peux les aimer. » Et à ce moment-là, quelque chose qui s'était brisé commença à guérir. Chicago 2004 to the Za. Señorita Morgan, êtes-vous consciente des défis d'adopter 3 enfants en tant que mère célibataire? La juge du tribunal de la famille regarda Rebecca par-dessus ses lunettes de lecture, le scepticisme évident dans chaque ligne de son visage. Rebecca était assise droite dans la salle d'audience, 9 mois après que les enfants soient entrés dans sa vie. Ce qui avait commencé comme des soins d'accueil d'urgence avait évolué vers quelque chose de plus profond, de plus permanent. Lorsqu'aucun parent ne s'était manifesté pour réclamer les frères et sœurs, Rebecca avait pris sa décision. « Je suis pleinement consciente, Votre Honneur. J'ai terminé tous les cours parentaux requis, les études de foyer et les examens financiers. » « Oui, je vois cela. » La juge feuilleta le dossier. « Mais vos revenus sont préoccupants. La consultation en design d'intérieur est imprévisible, d'autant plus que vous n'êtes établi à Chicago que depuis un peu plus d'1 an. » Rebecca déglutit. « J'ai construit ma clientèle de manière constante. J'ai également développé une entreprise de consultation en design en ligne que je peux gérer depuis chez moi, ce qui me permet d'avoir de la flexibilité pour la garde des enfants. » La juge hocha la tête, peu convaincue. « Et votre système de soutien? L'étude de foyer ne mentionne pas de famille à Chicago. J'ai construit un réseau solide grâce au Centre pour enfants, à mon église et à un groupe de soutien pour les parents célibataires, » expliqua Rebecca. Maylene Chan a fourni une lettre détaillant les ressources communautaires qui nous sont disponibles. La juge l'étudia. « Señorita Morgan, je serai franche. Les tribunaux préfèrent les foyers biparentaux avec des revenus stables et traditionnels. Vous proposez d'élever seuls 3 enfants traumatisés, y compris un bébé, avec un revenu d'indépendant. Les chances sont contre vous. » Rebecca se pencha en avant. « Votre Honneur, je comprends vos préoccupations. Sur le papier, je ne suis peut-être pas la candidate idéale. » Elle prit une profonde inspiration. Mais ces enfants ont déjà tout perdu. Leurs parents, leur foyer, leur sentiment de sécurité. La seule chose qui leur reste, c'est l'un l'autre. Elle désigna l'endroit où Michael, Zoe et Emma étaient assis avec un tuteur désigné par le tribunal. Michael fait des cauchemars où il ne peut pas trouver ses sœurs. Zoe arrête complètement de parler lorsqu'elle est séparée de ses frères et sœurs pendant les séances de thérapie. Et Emma apprend maintenant à ramper. Et elle rampe directement vers Michael et Zoe à chaque fois. La voix de Rebecca se fit plus forte. « Votre Honneur, je n'ai peut-être pas beaucoup, mais j'ai assez d'amour pour les 3. J'ai assez de détermination pour surmonter tous les défis auxquels nous serons confrontés. Et j'ai l'engagement féroce de maintenir ses frères et sœurs ensemble, quoi qu'il arrive. » La salle d'audience resta silencieuse lorsqu'elle eut terminé. La juge retira ses lunettes, se frottant l'arête du nez. « Señorita Morgan, ce tribunal a vu de nombreux parents d'accueil bien intentionnés.
Les bons cœurs ne suffisent pas toujours pour les réalités de l'éducation d'enfants traumatisés. Je le sais, votre honneur, mais les bons cœurs sont l'endroit où la guérison commence. La juge remit ses lunettes, étudiant Rebecca pendant un long moment. Je prendrai cette affaire en délibéré. Nous nous réunirons la semaine prochaine pour ma décision. 7 jours d'attente angoissante. 7 nuits à regarder les enfants dormir. Terrifiée à l'idée qu'ils soient emmenés, séparés, qu'elle les perde. Le 8e jour, Rebecca revint seule dans la salle d'audience, les mains tremblantes. Après un examen attentif de tous les facteurs, y compris l'intérêt supérieur des enfants à rester ensemble, les circonstances extraordinaires de leur placement et l'engagement démontré par la señorita Morgan pendant la période d'accueil, la juge fit une pause, regardant directement Rebecca. Ce tribunal accorde la pétition d'adoption de Michael, Zoe et Emma Sullivan par Rebecca Morgan. Rebecca haleta. Merci, votre honneur. Merci. La juge offrit un sourire rare. Ne me remerciez pas encore, señorita Morgan. Votre véritable travail ne fait que commencer. Et ce fut le cas. La première année fut un flou d'épuisement, d'anxiété financière et de moments de doute accablants. Son nouvel appartement, un modeste 3 pièces dans un quartier ouvrier, mettait son budget à rude épreuve. Les coûts de la garde d'Emma, pendant que Rebecca travaillait, menaçaient de les faire sombrer complètement. Jusqu'à ce qu'une voisine, une enseignante à la retraite, se propose de garder le bébé à un tarif réduit. « J'en ai élevé 5 à moi, señorita Abernathy, » dit-elle, balançant Emma habilement sur sa hanche. « Un de plus me garde jeune. » Rebecca travailla frénétiquement pendant les heures où les enfants étaient à l'école et à la garderie, acceptant tous les emplois de design qu'elle pouvait trouver, construisant son entreprise de consultation en ligne aux heures tardives après avoir couché les enfants. Certaines nuits, elle ne dormait que 3 ou 4 heures, fonctionnant à la caféine et à la détermination. Le traumatisme des enfants se manifesta de différentes manières. Michael était hyper vigilant, vérifiant les serrures plusieurs fois chaque nuit, accumulant de la nourriture dans son sac à dos, refusant de laisser ses sœurs hors de sa vue au terrain de jeu. « Ils sont en sécurité, chérie », l'assurait Rebecca. « Nous sommes tous en sécurité maintenant. »« Vous ne savez pas, » répondait-il, avec des yeux trop vieux pour son visage. « De mauvaises choses arrivent aux gens que nous aimons. » Zoé avait un mutisme sélectif, ne parlant qu'à Michael et progressivement à Rebecca à la maison. À l'école, elle restait silencieuse, communiquant par des hochements de tête, frustrant ses enseignants et l'isolant d'amis potentiels. Emma, trop jeune pour comprendre ce qu'elle avait perdu, était néanmoins affectée par le traumatisme qui l'entourait. Elle était collante. Elle pleurait hystériquement si Rebecca quittait la pièce, se réveillant plusieurs fois chaque nuit. Il y eut des jours où Rebecca se demanda si la juge avait eu raison de douter d'elle. Des jours où le stress financier, les exigences émotionnelles et l'épuisement physique pur la firent tout remettre en question. Un mardi matin, 6 mois après la finalisation de l'adoption, tout s'effondra en même temps. Le client qui devait $2,000 à Rebecca pour un projet terminé annonça qu'il faisait faillite. La machine à laver inonda la salle de bain. Emma eut une fièvre de 103 et l'école à plat. Michael avait frappé un autre enfant qui s'était moqué de lui parce qu'il n'avait pas de vrais parents. Rebecca s'assit par terre dans la salle de bain, éponguant l'eau savonneuse, tandis qu'une Emma fiévreuse gémissait dans le berceau portable qu'elle avait installé pour la surveiller. Le message vocal de l'école sonnait par le haut-parleur. La voix du directeur était sévère, alors qu'il demandait une conférence immédiate. Quelque chose en Rebecca se brisa. Elle le laissa tomber la serpillière, couvrit son visage de ses mains trempées et sanglota. Une petite main toucha son épaule. Zoé était là, 5 ans et solennelle,
offrant un lapin en peluche légèrement sale. « Le lapin aide quand je suis triste », murmura-t-elle, sa voix rauque par le manque d'utilisation. Rebecca leva les yeux à travers ses larmes vers la petite fille, si blessée, mais trouvant le courage de consoler un adulte. Elle accepta le lapin, puis ouvrit ses bras. Zoé s'y blottit sans hésiter. « Nous allons nous en sortir », murmura Rebecca, ne sachant pas si elle rassurait Zoé ou elle-même. « D'une manière ou d'une autre, nous allons y arriver. » Cette nuit-là, après que la fièvre d'Emma se soit calmée, après une conversation difficile avec Michael sur de meilleures façons de gérer les intimidateurs, après que le réparateur de la machine à laver ait présenté une facture qui lui serra l'estomac, Rebecca prit une décision. Elle ne pouvait pas continuer à travailler de cette façon, divisée entre trop de clients, toujours en difficulté. Elle avait besoin de se concentrer, de construire quelque chose de plus durable, quelque chose qu'elle pouvait faire tout en étant présente pour les enfants. À 2 heures du matin, poussée par le désespoir et l'inspiration, elle lança un site web Room by Room Designs, design d'intérieur virtuel pour de vrais budgets. Le concept était simple. Les clients enverraient des photos, des mesures et leur budget. Rebecca créerait des plans de design détaillés qu'ils pourraient mettre en œuvre eux-mêmes, étape par étape, achetant des pièces au fur et à mesure que leur budget le permettrait. Elle s'adressa aux jeunes familles, aux primo-accédants, aux personnes qui ne pouvaient pas se permettre les services de design d'intérieur traditionnels, mais qui voulaient des foyers qui reflètent leur personnalité. Le prix était accessible, 250 $ pour le design d'une pièce, une fraction de ses anciens tarifs, mais quelque chose qui pouvait être complété en quelques heures après que les enfants soient au lit. À sa surprise, le concept décolla. Une blogueuse de maman présenta ses services, puis un site web de vie économique. En 6 mois, elle avait un flux constant de clients virtuels, suffisamment pour pouvoir être plus sélective sur les emplois en personne qu'elle acceptait, se concentrant sur ceux qui offraient le meilleur salaire pour des heures limitées. Lentement et progressivement, la vie commença à se stabiliser. Il y avait toujours des crises, les cauchemars de Michael, le silence de Zoé à l'école, l'anxiété de séparation d'Emma. Mais il y eut aussi des triomphes. Le premier jour de Michael à un projet scientifique, un modèle du système solaire. Rebecca était restée debout toute la nuit, l'aidant à le reconstruire après que le chien du voisin eut renversé l'original. Les leçons de piano de Zoé, découvertes par accident lorsqu'elle s'était approchée du piano d'un voisin lors d'une fête de quartier et avait joué une mélodie simple à l'oreille. Les premiers pas d'Emma, faits avec confiance des bras de Rebecca à ceux de Michael, le lien entre les frères et sœurs visible dans l'allure déterminée du bébé et les larmes fières du garçon. Et l'entreprise de Rebecca, grandissant par le bouche à oreille et les critiques en ligne, fournissant suffisamment de revenus pour qu'elle puisse enfin respirer un peu plus facilement. 2 ans après l'adoption, ils célébrèrent avec un voyage au bord du lac Michigan, un week-end dans un petit chalet de location payé avec des honoraires de design, soigneusement économisés. Alors que les enfants jouaient dans l'eau peu profonde, Rebecca était assise sur la plage, regardant Michael aider Emma à sauter de petites vagues. Zoé construisant méticuleusement un château de sable à proximité. « Ma famille », pensa-t-elle avec étonnement. « Pas la famille que j'ai imaginée, mais la famille que j'étais censée avoir. » Cette nuit-là, alors qu'elle couchait les enfants dans le petit chalet, Michael posa une question qui était clairement dans son esprit. « Maman ?» Les mots lui donnaient toujours un frisson à chaque fois qu'il les utilisait. « Es-tu triste d'être restée avec nous au lieu d'avoir tes propres enfants? » Rebecca s'assit au bord de son lit, choisissant ses mots avec soin. «
Je ne suis pas piégé avec vous, Michael. Je vous ai choisi. Vous trois. Et vous êtes mes propres enfants. Mais nous ne sommes pas comme de ton corps, persista-t-il. Certains enfants à l'école disent que les enfants adoptés ne sont pas de vrais enfants. Ces enfants ne comprennent pas ce qui fait une vraie famille, dit fermement Rebecca. La famille n'est pas une question de corps d'où vous venez. C'est une question de qui vous aime, qui vous soutient, qui construit une vie avec vous. Elle écarta ses cheveux de son front. Toi et tes sœurs êtes les enfants de mon cœur. C'est aussi réel que possible. Michael considéra cela, puis hocha lentement la tête. Je suis content que nous soyons tes enfants. Je suis contente aussi, chérie, plus que tu ne peux l'imaginer. Au cours de la décennie suivante, leur petite famille s'épanouit. L'entreprise de design virtuel de Rebecca évolua vers Morgan Family Designs, un cabinet boutique spécialisé dans les espaces pour les familles. Elle embaucha 2 assistantes, puis 4, puis ouvrit un petit magasin exposant des meubles et accessoires durables. Les enfants prospérèrent, chacun trouvant son chemin. Michael montra une aptitude pour la science et les mathématiques, sa nature protectrice canalisée dans une fascination pour la façon dont les choses fonctionnaient, comment résoudre les problèmes systématiquement. Au lycée, il remporta des concours scientifiques régionaux. Son projet sur les systèmes de filtration d'eau abordable l'amena au finale national. Le mutisme sélectif de Zoé s'améliora progressivement avec la thérapie, bien qu'elle restât calme de nature. Sa voix, lorsqu'elle l'utilisait, s'exprimait plus clairement à travers la musique qu'elle composait. Ses émotions trouvaient leur expression dans les touches lorsque les mots lui manquaient. Emma, la petite qui n'avait connu aucune vie avant Rebecca, devint une enfant exubérante avec l'œil d'un artiste. Elle portait un appareil photo partout à 10 ans, documentant leur vie de famille, capturant la beauté et les moments ordinaires que Rebecca aurait pu manquer. Leur foyer, autrefois un appartement austère meublé avec des trouvailles d'occasion, devint un espace chaleureux et créatif qui reflétait toute leur personnalité. Le coin de Michael se remplit de livres et de modèles scientifiques, celui de Zoé de son clavier et de partitions, celui d'Emma de photographie et de matériel artistique. Rebecca se délectait de leur beau chaos. Ils ne retournèrent jamais à Boston. Rebecca construisit sa nouvelle vie fermement enracinée à Chicago, laissant son passé dans le rétroviseur. Elle voyait occasionnellement le nom de James Harrington dans les nouvelles, associé dans un cabinet prestigieux, nommé juge, mentionné comme une star politique montante, avec une famille parfaite à ses côtés. Chaque fois, elle sentait une piqûre momentanée, non pas de regret, mais de quelque chose de proche de la pitié. Malgré tout son succès, James avait manqué ça. La réalité désordonnée, imparfaite et glorieuse d'aimer les enfants tels qu'ils étaient. Pendant 10 ans, Rebecca garda son passé privé. Les enfants savaient qu'elle avait été mariée auparavant, que son ex-mari vivait à Boston, que le mariage s'était mal terminé, mais elle leur épargna les détails, le rejet qui la hantait parfois dans les moments de calme. Elle avait construit quelque chose de beau à partir de cette désillusion, quelque chose de réel. Quelque chose qui comptait plus que tout héritage ou lignée. Jusqu'au jour où tout se referma, comme le destin bouclant la boucle. Chicago 2023. Maman, as-tu vu mon dépliant du MIT? J'en ai besoin pour la réunion avec le conseiller universitaire, appela Michael depuis sa chambre, le bruit des tiroirs s'ouvrant et se fermant, ponctuant sa question. Rebecca leva les yeux de son ordinateur portable, où elle finalisait les designs pour la rénovation d'une aile d'un hôpital pour enfants. Vérifie le porte-revue du salon. Tu le lisais hier soir. À 17 ans, Michael l'a dépassé en taille, sa silhouette dégingandée
et ses yeux sérieux rappelant le garçon solennel de 7 ans, qui s'était autrefois autoproclamé protecteur de ses sœurs. Mais une décennie de sécurité et d'amour avait adouci sa prudence en une confiance réfléchie. Emma entra en sautillant dans la cuisine, appareil photo à la main comme toujours. « Maman, j'ai besoin que tu signes ce formulaire d'autorisation. Le magazine d'art de l'école veut utiliser ma série de photos sur la rénovation urbaine. »« T'es merveilleux, chérie, » dit Rebecca, acceptant le formulaire de sa fille de 15 ans. L'œil artistique d'Emma s'était développé en un véritable talent. Ses photographies montraient une profondeur au-delà de ses années. Zoé entra la dernière, silencieuse comme toujours, bien que n'ayant plus de mutisme sélectif. À 16 ans, elle se déplaçait dans le monde avec une grâce douce, ses émotions exprimées plus librement à travers la musique qu'elle composait. « N'oublie pas que j'ai le récital samedi », rappela-t-elle à Rebecca. « Le professeur Winters pense qu'un recruteur de Berkeley pourrait y assister. C'est sur le calendrier, surligné en or », l'assura Rebecca, embrassant le sommet de sa tête. « Je ne le manquerai pour rien au monde. » Le chaos matinal d'une maison avec 3 adolescents. C'était une symphonie que Rebecca avait appris à diriger. Permis signé. Déjeuners emballés. Horaires coordonnés. Trajets organisés. Les enfants effrayés qui étaient entrés dans sa vie étaient devenus de jeunes adultes remarquables, chacun avec ses propres rêves prenant forme. « Je l'ai trouvé !» Michael émergea triomphalement avec le dépliant du MIT. « Maman, j'ai aussi fait des recherches sur d'autres écoles de Boston. Harvard a un programme de bio-ingénierie incroyable et il y a un stage d'été au Massachusetts General. » Rebecca se figea légèrement à la mention désinvolte de Boston. « Boston, je pensais que tu te concentrais sur les écoles de Chicago, ou peut-être la Californie. » Michael haussa les épaules, glissant le dépliant dans son sac à dos. « Boston a la plus forte concentration des meilleurs programmes scientifiques du pays et les opportunités de recherche sont incroyables. »« Chicago a aussi d'excellents programmes, » dit Rebecca, essayant de garder sa voix légère. « Northwestern, Université de Chicago. »« Je sais, mais je veux élargir mes options, » dit Michael. « De plus, je ne suis jamais allé sur la côte Est. Ce serait une nouvelle aventure. » Avant que Rebecca ne puisse répondre, Emma intervint. « Si Michael va à Boston, pouvons-nous lui rendre visite? J'ai vu des photos incroyables de l'architecture historique. Ce serait parfait pour mon portfolio. » Rebecca réussit un sourire qui semblait forcé. « Nous verrons. Les hivers à Boston sont brutaux. Tu préférerais peut-être le soleil de Californie. » Zoé, perspicace comme toujours, étudia le visage de sa mère. « Maman, tu n'aimes pas Boston pour une raison. »« Non, ce n'est pas ça, » dit rapidement Rebecca. « Il y a juste tellement d'options à considérer. » Les enfants échangèrent un autre de leurs regards, la communication silencieuse, qui l'excluait parfois. « Eh bien, je garde mes options ouvertes, » dit Michael finalement. « Les candidatures ne sont pas dues avant des mois. » De toute façon, la routine matinale reprit. Le moment passa alors que les enfants ramassaient leurs affaires et partaient. Michael et Zoé au lycée. Emma à son programme artistique. Rebecca les regarda depuis le pas de la porte alors qu'ils marchaient vers l'arrêt de bus. Le bras de Michael négligemment sur l'épaule d'Emma alors qu'il la taquinait avec quelque chose. Zoé souriant silencieusement à leur plaisanterie. « Tout mon monde, » pensa-t-elle. Quand ont-ils grandi si vite? La question de Boston persista tout au long de la journée, alors que Rebecca travaillait sur les projets de ses clients. Elle avait réussi à éviter la ville pendant 20 ans, construisant une nouvelle vie, une nouvelle identité aussi loin de James Harrington que possible. L'idée de Michael là-bas, potentiellement croisant James ou sa famille, la dérangeait. Michael méritait toutes les opportunités. Elle ne laisserait pas son passé dicter son futur.
Cette nuit-là, Rebecca était assise à la table à manger, examinant des contrats pendant que les enfants faisaient leurs devoirs. La domesticité confortable de la scène, Emma dessinant, Zoé avec des écouteurs travaillant sur une composition. L'ordinateur portable de Michael ouvert à la recherche la remplit d'une satisfaction tranquille. Jusqu'à ce que la voix de Michael rompe le silence. « Maman, qui est James Harrington? » La plume de Rebecca s'arrêta à mi-signature. Elle leva les yeux et trouva Michael regardant son écran d'ordinateur portable, l'air confus. « Quoi? » Sa voix lui sembla étrange. « James Harrington, » répéta Michael. « Je faisais des recherches sur des stages en droit à Boston, et son nom est apparu comme juge d'État. Mais ensuite j'ai trouvé ce vieil article sur... Il s'interrompit. Ses yeux rencontrèrent les siens. « Sur toi et lui. Ton annonce de mariage dans le Boston Globe. » La pièce devint silencieuse. Emma laissa tomber son carnet de croquis. Zoé retira ses écouteurs. « Michael, pourquoi fais-tu des recherches sur mon ex-mari? » demanda Rebecca prudemment. « Je ne le faisais pas, dit-il. Je le jure. Son nom est apparu dans un article sur les stages judiciaires, et quand j'ai lu sa biographie, il mentionnait son premier mariage. Le nom Rebecca Morgan m'a sauté aux yeux. Alors j'ai cherché vos deux noms, et j'ai trouvé l'annonce de mariage. Puis d'autres articles. Rebecca laissa tomber sa plume, ses mains soudain instables. « Qu'as-tu trouvé d'autre? » Michael hésita, regardant ses sœurs. « Il y avait une mention dans la page sociale de votre divorce, et puis une annonce de son mariage avec Catherine Wilson, 6 mois plus tard, et l'annonce de la naissance de leur fils, 7 mois après cela. La douleur familière, atténuée par les années, mais jamais complètement partie, pulsa brièvement dans la poitrine de Rebecca. « Je vois. »« Maman? » demanda Michael. « Il n'y avait pas grand-chose à dire, » dit Rebecca. « Non, nous sommes mariés jeunes. Ça n'a pas marché. J'ai déménagé à Chicago pour un nouveau départ. »« Mais pourquoi ça n'a pas marché? » insista Michael. « Ces articles vous font ressembler à un couple parfait et puissant de Boston. Il était un avocat montant. Tu étais une designer très recherchée par l'élite de la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? » Rebecca regarda les 3 visages qui l'observaient avec attente. Elle les avait protégés de cette vérité, ne voulant pas qu'ils se sentent comme des deuxièmes choix ou des remplacements pour les enfants biologiques qu'elle ne pouvait pas avoir. Mais ils n'étaient plus des enfants, et les secrets avaient tendance à devenir plus lourds avec le temps. Le mariage a pris fin parce que je ne pouvais pas avoir d'enfants biologiques, dit-elle doucement. On m'a diagnostiqué une insuffisance ovarienne prématurée. James voulait des enfants, ses propres enfants biologiques, pour continuer le nom et l'héritage de Harrington. Quand il a appris que je ne pouvais pas lui fournir cela, il est parti. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Le visage de Zoé devint complètement immobile. Michael semblait stupéfait. « Il t'a quitté parce que tu ne pouvais pas avoir de bébé? » demanda Emma finalement, sa voix petite. Rebecca hocha la tête. Il a dit que l'adoption n'était pas une option, qu'il avait besoin de sa propre lignée sanguine. Les mots avaient toujours un goût amer, même 20 ans plus tard. « Mais c'est horrible, » dit Michael, serrant les poings sur la table. « Quel genre d'homme fait ça? »« Un homme ambitieux, » dit Rebecca simplement. James avait une vision très spécifique pour sa vie et sa carrière. Une famille traditionnelle avec des enfants biologiques en faisait partie. Quand je n'ai pas pu remplir ce rôle, il a trouvé quelqu'un qui le pouvait. « C'est pour ça que tu nous as adoptés? » demanda Zoé doucement. « Parce qu'il t'a fait sentir que tu n'étais pas assez sans enfant. »« Non ?» dit fermement Rebecca, tendant la main sur la table pour prendre la sienne. « Ne pensez jamais cela. Je vous ai adoptés parce qu'au moment où je vous ai vus tous les 3, j'ai su que vous étiez mes enfants. Mon cœur vous a reconnus avant que ma tête ne le comprenne.
Elle regarda chacun d'eux à tour de rôle. Le rejet de James m'a profondément blessé, oui, mais il m'a aussi libéré de vous trouver, de construire la famille que j'étais censé avoir. Michael fronçait toujours les sourcils devant son ordinateur portable. Alors ce type a simplement... Quoi, t'as échangé contre un modèle plus jeune qui pouvait lui donner des bébés? Rebecca fit une grimace. C'est un peu simpliste, mais essentiellement oui. Catherine était la fille de l'associé directeur de son cabinet d'avocats. Leur mariage était avantageux, tant professionnellement que personnellement. Et maintenant c'est un grand juge? Demanda Emma avec indignation dans la voix. Juge d'État. Oui, d'après ce que j'ai pu glaner au fil des ans, il a très bien réussi. Rebecca ne mentionna pas les fois où elle avait vu son nom mentionné comme candidat possible à des postes plus élevés. Les photos de lui avec des sénateurs et des gouverneurs lors de collectes de fonds. Michael fit pivoter son ordinateur portable, montrant une page web. Il est plus qu'un juge maintenant, maman. Il se présente au Sénat de l'État. Rebecca sentit un frisson. L'écran montrait un site web de campagne. Le juge James Harrington pour le Sénat de l'État du Massachusetts. Famille. Intégrité. Résultat. Un James souriant. Plus âgé. Distingué avec des touches de gris aux tempes. Il était avec Catherine et 2 enfants d'âge universitaire. Un fils et une fille. La famille politique parfaite. Son slogan de campagne est « Valeurs familiales, responsabilité fiscale », lut Michael, sa voix se durcissant. Il y a ici une section entière sur son engagement envers les liens sacrés de la parentalité et les structures familiales traditionnelles. Emma fit un bruit de dégoût. Hypocrite! Il a littéralement abandonné sa femme parce qu'elle ne pouvait pas avoir de bébé, et il est là à parler de caractère et de tenir ses engagements. Michael continua, faisant défiler le site web. Il dit qu'il organisera un important gala de collecte de fonds pour sa campagne au Ritz-Carlton Boston le mois prochain. Toute l'élite politique de l'État y sera. Zoé, qui était restée silencieuse, leva soudain les yeux. As-tu déjà souhaité pouvoir dire la vérité à tout le monde à son sujet? Sur ce qu'il a fait? Au début, oui. J'étais en colère et blessé. Mais avec le temps, j'ai réalisé que bien vivre était sa propre récompense. Construire cette famille avec vous 3 a été plus gratifiant que n'importe quelle vengeance. Les enfants échangèrent un autre de leurs regards, la communication silencieuse qui l'excluait parfois. « Quoi? » demanda Rebecca, reconnaissant les signes. « D'une idée en gestation. »« Rien, » dit Michael trop rapidement. C'est juste que c'est injuste qu'il se réinvente comme ce champion des valeurs familiales, alors qu'il a jeté son mariage au moment où c'est devenu difficile. La vie est souvent injuste, dit Rebecca doucement. Mais nous ne pouvons pas laisser cela nous aigrir. La conversation passa à d'autres sujets, mais Rebecca remarqua que ses enfants étaient inhabituellement silencieux le reste de la soirée. Lorsqu'ils se retirèrent dans leur chambre, elle pouvait entendre le murmure des voix alors qu'ils se déplaçaient entre les portes des uns et des autres, discutant de quelque chose intensément. Une semaine passa. Michael cessa de mentionner les écoles de Boston à table, bien que Rebecca remarqua que les dépliants du MIT et les livres de Harvard étaient toujours éparpillés dans sa chambre. Les enfants semblaient avoir abandonné le sujet de James Harrington, à son soulagement, jusqu'à ce qu'elle trouve l'invitation. Elle ramassait du linge dans la chambre de Michael lorsqu'elle la vit sur son bureau, une élégante carte crème avec gaufrage doré. Le comité pour élire le juge James Harrington vous invite cordialement à une réception de gala au Ritz-Carlton Boston. Son cœur s'arrêta. Pourquoi Michael aurait-il une invitation pour la collecte de fonds de James? Elle la ramassa, la tournant dans ses mains. Elle semblait légitime,
pas quelque chose imprimé à partir d'un site web. Dessous se trouvait un autre document, un courriel d'acceptation pour un stage d'été avec la campagne Harrington pour le Sénat. Rebecca s'effondra sur le lit de Michael, ses jambes soudain instables. Que se passait-il? Michael avait postulé pour un stage avec la campagne de son ex-mari. Pourquoi ferait-il ça? Elle trouva un troisième document, un courriel de confirmation d'un hôtel de Boston, réservant une chambre pour 3 nuits, les dates coïncidant avec le gala de James. Elle était toujours assise là, les papiers sur ses genoux, lorsque Michael rentra de l'école. Il se tint dans l'embrasure de la porte, son sac à dos sur une épaule, son expression passant de la surprise à la détermination. « Je peux expliquer. S'il te plaît, fais-le, » dit Rebecca doucement. Michael déposa son sac à dos et s'assit à côté d'elle sur le lit. « Après ce que tu nous as dit à son sujet, sur la façon dont il t'a traité, nous ne pouvions pas simplement laisser passer ça. Ce type se présente à une fonction publique sur une plateforme de valeurs familiales, alors qu'il a abandonné sa femme à son moment le plus vulnérable. « Nous? Nous? » demanda Rebecca, bien qu'elle le sût déjà. Michael hocha la tête. « Zoé, Emma et moi, nous en avons parlé et nous avons élaboré un plan. »« Un plan? » répéta Rebecca d'un air vide. « J'ai postulé pour le stage de campagne en utilisant mes références académiques. Avec mes récompenses scientifiques et ma moyenne, j'étais un candidat parfait. Ils ne savent pas que je suis lié à toi. J'ai utilisé le nom de famille de papa, Sullivan. » Rebecca le regarda fixement. Michael faisait rarement référence à lui-même par le nom de son père biologique. « Tu les as délibérément trompés pour obtenir ce stage. »« Je n'ai pas menti sur mes qualifications, » dit Michael sur la défensive. « J'ai simplement omis notre lien. » Et la réservation d'hôtel? L'invitation au gala? Michael prit une profonde inspiration. « La campagne donne des billets aux stagiaires pour le gala. C'est une excellente occasion de réseautage. Zoé a réussi à se produire au gala par l'intermédiaire de sa professeure de piano, qui a des liens avec la communauté artistique de Boston. Et Emma a postulé pour un poste de photographe par l'intermédiaire de son programme artistique, documentant l'événement pour un magazine local. » Rebecca se sentit étourdie. « Donc vous vous êtes toutes les trois manipulées pour assister à cet événement. Dans quel but exactement? »« Nous ne prévoyons rien de dramatique, » l'assura Michael. « Nous voulons simplement qu'il nous voie. Qu'il voie la famille que tu as construite sans lui. Les enfants qu'il a dit n'être pas assez bons parce qu'ils ne porteraient pas son précieux ADN. » Rebecca se leva, faisant les 100 pas dans la petite pièce. « Ce n'est pas votre combat, Michael. Ce qui s'est passé entre James et moi, c'était il y a 20 ans. Mais il continue de bénéficier de l'image qu'il a créée, » argumenta Michael, se présentant avec des valeurs familiales alors qu'il n'en a montré aucune. « Ce n'est pas bien. La vie n'est pas toujours juste, » dit Rebecca. « Cela ne signifie pas que nous devions laisser des gens comme lui réussir en mentant sur qui ils sont vraiment. » Rebecca se tourna pour faire face à son fils, voyant dans sa défense passionnée des échos de son propre jeune moi. « Et qu'espérez-vous accomplir exactement? L'embarrasser publiquement? Créer une scène? Cela pourrait très mal tourner. »« Nous ne voulons pas créer de scène, » dit Michael. « Nous voulons juste être là, être vus, être un rappel silencieux de la famille qui l'a rejeté. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Et peut-être que nous pensions que tu voudrais être là aussi, pour lui montrer que son rejet ne t'a pas brisé, que tu as construit quelque chose de beau sans lui. » Rebecca sentit les larmes monter. L'amour derrière leur plan mal avisé la toucha profondément, même si le potentiel de catastrophe l'alarmait. « Vous auriez dû me parler d'abord. Auriez-vous accepté? »« Non, » admit-elle. « Probablement pas. C'est pour ça que nous ne t'avons pas dit. »« J'ai besoin de réfléchir à ça, » dit Rebecca, ramassant les papiers.
et j'ai besoin de parler à tes sœurs. Cette nuit-là, Rebecca convoqua une réunion de famille. Emma et Zoé admirent leur rôle dans le plan, toutes deux également déterminées et impénitentes. « Il t'a jeté, maman », dit Emma férocement. « Il t'a jeté comme si tu n'étais rien, et maintenant, il prétend être un parangon des vertus familiales. »« T'as tout fait pour nous », ajouta Zoé, sa voix tranquille se renforçant d'émotion. « Tu nous as gardés ensemble quand le système voulait nous séparer. Tu as travaillé si dur pour nous donner des opportunités. Tu mérites la justification. » Rebecca regarda ces trois jeunes personnes remarquables, leur visage illuminé par un amour protecteur pour elle. Comment pouvait-elle expliquer que l'opinion de James Harrington avait cessé de lui importer il y a des années, que la famille qu'ils avaient construite ensemble était une justification suffisante? Mais en regardant leur visage déterminé, elle réalisa que cela ne concernait plus seulement elle. Il s'agissait d'eux, de leur identité, de leur parcours, de leur besoin de confronter l'homme qui avait considéré l'adoption comme une forme inacceptable de fonder une famille. « Si nous faisons ça, » dit-elle lentement, « nous le faisons avec dignité, sans scène, sans confrontation, sans manipulation, au-delà de ce que vous avez déjà mis en place. » Trois visages s'illuminèrent. « T'es d'accord ?» demanda Michael incrédule. « J'y réfléchis » corrigea Rebecca. « Mais d'abord, je veux savoir exactement ce que chacun de vous a prévu. » Alors qu'ils exposaient leur plan, Michael travaillant en coulisses comme stagiaire de campagne, Zoé jouant du piano pendant la réception de gala, Emma photographiant l'événement. Rebecca dut admettre que c'était intelligent. Ils avaient trouvé des moyens légitimes d'être présents au gala, utilisant leur talent authentique. « Et que se passera-t-il quand il me verra ?» demanda Rebecca. « Pourquoi me reconnaîtra-t-il? » Même après 20 ans, les frères et sœurs échangèrent des regards. « C'est l'idée, » dit Emma. « Nous voulons qu'il voie que tu as réussi, que tu as confiance en toi et que tu as construit une famille incroyable. La même chose qu'il a dit que tu ne pouvais pas avoir sans lui. » Rebecca soupira. « Et vous ne pensez pas que c'est mesquin de s'accrocher à un grief d'il y a 20 ans? » « Ce n'est pas mesquin de défendre la vérité, » argumenta Michael. « Il se vend comme quelque chose qu'il n'est pas. S'il ne s'était pas lancé en politique, peut-être que ça n'aurait pas d'importance. Mais il demande aux gens de lui faire confiance, sur la base de valeurs qu'il a lui-même trahies. » Rebecca regarda ses trois enfants, si passionnés, si protecteurs, si déterminés à corriger un tort qu'il ressentait lui avoir été fait. Il ne s'agissait pas vraiment de James, réalisa-t-elle. Il s'agissait pour eux de réclamer leur place dans son histoire, affirmant qu'ils étaient une vraie famille, aussi réelle que n'importe quelle famille biologique. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais nous le faisons à ma façon. Pas d'embuscade, pas de confrontation publique. Nous sommes vus, nous partons avec notre dignité intacte. D'accord? 3 têtes hochèrent solennellement. Et si à tout moment je dis qu'il est temps de partir, nous partons, pas de discussion. D'accord? D'accord, acquiesça Aaron. Rebecca sentit un battement d'anxiété. Après 20 ans, elle retournerait à Boston, dans le monde qu'elle avait laissé derrière elle, et elle le ferait sur le territoire de James Harrington. C'était de la folie. Pourtant, quelque chose en elle répondit au défi. Peut-être était-il temps de boucler cette boucle, de confronter l'homme qui l'avait autrefois jugée indigne parce qu'elle ne pouvait pas avoir ses enfants, de lui montrer la famille qu'elle avait construite sans lui, non pas par vengeance, ni même par justification, mais par clôture, pour ses enfants, et peut-être, enfin, pour elle-même. Boston, 2021. Le Ritz-Carlton, Boston, brillait de l'élégance de la vieille fortune, du genre que Rebecca avait géré avec une aisance pratiquée au cours de sa première vie dans cette ville. Maintenant, debout dans la suite d'hôtels qu'elle partageait avec ses filles, elle lissa la robe bleu nuit
qu'elle avait choisi pour la soirée, luttant contre le battement de nerfs dans son estomac. « Tu es magnifique, maman », dit Emma, ajustant sa propre simple robe noire, assez professionnelle pour son rôle de photographe d'événement, assez élégante pour l'ambiance du gala. Zoe hocha la tête, élégante dans une robe argentée, appropriée pour une pianiste. « Tu n'as pas l'air nerveuse du tout. » Rebecca sourit ironiquement. « Alors mes talents d'actrice se sont améliorés. » Michael frappa et entra, l'air étonnamment mature dans son costume sombre. Pendant un moment, Rebecca sentit une piqûre. Il ressemblait à son père biologique de profil, le père qu'il avait perdu trop jeune. Mais la mâchoire déterminée, la façon protectrice dont il regardait sa mère et ses sœurs. C'était tout à lui. « L'équipe de campagne est déjà en bas », informa-t-il. Le juge Harrington et sa famille tiennent une réunion privée avec les principaux donateurs avant l'événement principal. Il vérifia sa montre. « Zoé, tu devrais descendre. Les musiciens se rassemblent. » Zoé hocha la tête, ramassant son petit sac de soirée. « Rappelez-vous, je jouerai pendant l'heure du cocktail, puis, à nouveau, lorsque les discours commenceront. Et je ferai le tour prenant des photos spontanées, » ajouta Emma, vérifiant son appareil photo. Le rédacteur en chef de Boston Arts Quarterly attend un essai photo complet. Rebecca s'émerveilla du sang-froid de ses enfants, de leur planification minutieuse. « Rappelez-vous simplement notre accord. Nous sommes ici pour être vus, pas pour créer une scène. Dignité avant tout. » Ils hochèrent solennellement la tête. Michael et Zoe sortirent les premiers, se dirigeant en bas pour prendre leur position. Emma s'attarda, ajustant la sangle de son appareil photo. « Tu es sûre de vouloir faire ça, maman? » demanda-t-elle doucement. « Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. » Rebecca prit une profonde inspiration, considérant la question. Était-elle prête à affronter James après toutes ces années, à se tenir dans une salle pleine de l'élite de Boston, dont beaucoup l'avaient connu dans sa vie antérieure, à risquer la douleur de vieilles blessures rouvertes? Elle pensa au site web de la campagne de James, au langage pieux sur les valeurs familiales et l'engagement. Elle pensa aux 3 enfants qui avaient orchestré toute cette opération par amour pour elle, par désir d'être reconnue comme une vraie famille. « Je suis sûre, » dit-elle finalement. Certaines boucles ont besoin d'être bouclées. La salle de bal était transformée pour la nuit, brillant d'un éclairage subtil qui mettait en valeur les détails architecturaux tout en flattant les participants riches et influents. Rebecca s'arrêta à l'entrée, observant la scène. Des lustres en cristal, des serveurs en veste blanche avec des plateaux de champagne. Les puissants de Boston en costumes sombres et robes de créateurs. Tous réunis pour soutenir la candidature de James Harrington au Sénat. De sa position, elle pouvait voir Zoe au grand piano, ses doigts fins se déplaçant gracieusement sur les touches alors qu'elle jouait une pièce classique de bon goût. Emma faisait le tour avec son appareil photo, professionnelle et discrète, alors qu'elle capturait des moments spontanés. Et là, de l'autre côté de la pièce, près d'une petite estrade, se tenait Michael, un presse-papier à la main, conversant avec une femme plus âgée qui semblait être la coordinatrice de l'événement. Ils s'intégraient parfaitement, ses enfants, comme s'ils appartenaient à ce monde raréfié. Et puis, elle le vit. James Harrington était au centre d'un petit cercle d'admirateurs, toujours beau à 54 ans, ses cheveux noirs maintenant distingués par des mèches grises aux tempes. Il riait de quelque chose que quelqu'un avait dit, sa main posée négligemment sur le dos de sa femme. Catherine, toujours élégante, toujours belle, toujours l'épouse de politicien parfaite. 20 ans depuis qu'il l'avait regardée dans les yeux et lui avait dit qu'elle n'était pas suffisante sans la capacité d'avoir ses enfants biologiques. 20 ans à construire une vie sans lui, à lui prouver qu'il avait tort sur tout ce qui comptait.
Rebecca prit une coupe de champagne d'un serveur qui passait et entra pleinement dans la salle de bal. Elle ne s'approcha pas immédiatement de James. Au lieu de cela, elle circula lentement sur la périphérie, observant l'ambiance, hochant occasionnellement la tête à un visage qu'elle reconnaissait vaguement. Certaines personnes la regardèrent avec une confusion momentanée. Un visage familier qu'elle ne pouvait pas placer. Elle étudiait une pancarte de campagne. Harrington pour le Sénat. Valeurs familiales. Responsabilité fiscale. Quand elle sentit le regard de quelqu'un sur elle. Se tournant légèrement, elle trouva Catherine Harrington la regardant de l'autre côté de la pièce, son sourire parfait vacillant à la reconnaissance. Rebecca hocha légèrement la tête, levant sa coupe de champagne en un petit salut. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent, non. Elle se pencha vers James, lui murmurant quelque chose à l'oreille. James se retourna, balayant la foule jusqu'à ce que ses yeux trouvent Rebecca. La surprise sur son visage valait presque le prix de l'entrée. Pendant un long moment, leurs regards se maintinrent à travers la salle bondée. 2 décennies s'évanouirent en un instant. Rebecca vit l'éclair d'incrédulité, l'incertitude momentanée, le calcul rapide derrière ses yeux, alors qu'il essayait de déterminer ce que signifiait sa présence. Puis, son entraînement politique prit le dessus. Il murmura quelque chose à Catherine, lui tapota le bras de manière rassurante et commença à se frayer un chemin à travers la foule vers Rebecca. Elle resta là où elle était, le laissant venir à elle. Son cœur battait fort, mais elle garda son expression composée, prenant une petite gorgée de champagne alors qu'il s'approchait. « Rebecca », dit-il quand il l'atteignit, sa voix contrôlée, mais la tension évidente dans la posture de ses épaules. « C'est inattendu. »« Bonjour, James », répondit-elle, ravie que sa voix reste ferme. « Tu as l'air bien. Le succès te va bien. » Ses yeux balayèrent de son visage, cherchant des indices sur ses intentions. « Merci. Tu as l'air remarquable. Je n'avais pas réalisé que tu étais de retour à Boston. Juste en visite, dit-elle. Quand j'ai entendu parler de ta campagne pour le Sénat, j'étais curieuse. Je vois. » Le sourire du politicien n'atteignait pas ses yeux. « Eh bien, c'est gentil de ta part de soutenir la campagne, bien que je doive admettre que, compte tenu de notre histoire, je suis un peu surpris. »« Tu l'es ?» Rebecca haussa un sourcil. « J'ai toujours cru qu'il fallait reconnaître la vérité, aussi inconfortable soit-elle. » Le sourire de James se crispa. « Peut-être pourrions-nous parler en privé. Il y a une salle tranquille juste à côté du... » « Je ne pense pas que ce soit nécessaire, » interrompit doucement Rebecca. « Je ne suis pas là pour interrompre ta soirée, James. Je suis là pour en être témoin. » Avant qu'il ne puisse répondre, la coordinatrice de l'événement s'approcha. Michael, un demi-pas derrière elle. « Juge Harrington, les principaux donateurs sont rassemblés pour l'occasion de photos, et nous commencerons le programme formel dans 10 minutes. » La coordinatrice désigna l'estrade. « Merci, Margaret. J'y serai tout de suite. » Les yeux de James ne quittèrent jamais le visage de Rebecca. « Avez-vous besoin de quelque chose d'autre, Juge Harrington ?» demanda Michael, sa voix parfaitement professionnelle, malgré le fait d'être face à l'homme qui avait abandonné sa mère. James regarda brièvement Michael. « Non, merci. » Il fit une pause, cherchant clairement le nom du jeune homme. « Michael Sullivan, monsieur. Je suis l'un de vos stagiaires de campagne. » James hocha la tête distraitement, son attention revenant à Rebecca. « Nous continuerons cette conversation plus tard, » dit-il à voix basse. « Mais après les discours, j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire sur les valeurs familiales, » répondit Rebecca, son ton doux mais significatif. Un éclair d'inquiétude traversa le visage de James avant que son masque politique ne se remette en place. Il hocha la tête brusquement et s'éloigna, suivant la coordinatrice vers l'estrade. Michael resta derrière. Ses yeux rencontrèrent de Rebecca. « Tu vas bien? » murmura-t-il. « Absolument, » l'assura-t-elle. « Va faire ton travail, je vais bien. »
Alors que Michael reprenait ses fonctions, Rebecca trouva un siège près de l'arrière de la salle, où elle pouvait observer sans être flagrante. De ce point de vue, elle pouvait voir Catherine Harrington l'observer, l'inquiétude évidente sur ses traits parfaits. Le programme formel commença par des présentations du président de la campagne, suivi d'un soutien élogieux du gouverneur actuel. Tout au long de l'événement, James maintint son expression composée et d'homme d'État, bien que Rebecca remarqua que ses yeux balayaient occasionnellement la foule. Il la trouvait, puis s'éloignait, et puis Zoé commença à jouer. La campagne avait clairement demandé quelque chose de digne, mais d'émotionnellement émouvant, comme toile de fond pour l'entrée de James sur le podium. Mais Zoé avait choisi une pièce différente, une mélodie obsédante et complexe, que Rebecca reconnut immédiatement. C'était le canon en ré de Pachelbel, la pièce qui avait joué alors que Rebecca marchait dans l'allée lors de son mariage, 23 ans auparavant. James le reconnut aussi. En s'approchant du podium, son pas vacilla presque imperceptiblement. Ses yeux trouvèrent Zoé au piano. Puis ils se dirigèrent vers Rebecca. La confusion était évidente. Rebecca garda son expression neutre, bien que son cœur se soit gonflé d'amour pour le choix subtil et puissant de sa fille. Personne d'autre dans la pièce ne comprendrait la signification, mais James le savait. Le rappel des vœux faits et brisés flottait dans l'air entre eux. « Chers invités, amis et partisans, » commença James, sa voix exercée, chaleureuse et confiante malgré son hésitation momentanée. « Je me tiens devant vous ce soir, humble de votre soutien et inspiré par votre foi dans notre vision commune pour le Massachusetts. » Alors qu'il continuait son discours, décrivant sa plateforme et ses qualifications, Rebecca observa l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Il était doué pour cela, le bon mélange de sérieux et d'accessibilité, de conviction et d'humilité. Au cœur de ma campagne se trouvent les valeurs qui ont guidé ma vie et ma carrière, continua James. Intégrité, responsabilité et surtout, famille. Il fit un geste vers Catherine et leurs 2 enfants adultes, assis au premier rang. Ma femme Catherine et nos enfants, Brandon et Jessica, me rappellent quotidiennement ce qui compte vraiment dans ce monde. Les liens qui nous connectent, les engagements qui nous définissent. Rebecca sentit une piqûre malgré elle. L'hypocrisie était époustouflante. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons besoin de leaders qui comprennent que des familles fortes construisent des communautés fortes, continua James, qui reconnaissent que les promesses que nous nous faisons sont sacrées. Sa voix s'évanouit alors que ses yeux captaient un mouvement à l'arrière de la salle. Emma s'était déplacée vers une meilleure position pour les photographies, son appareil photo levé, l'objectif pointant directement vers lui. Pendant un moment, James sembla hypnotisé par la jeune femme avec l'appareil photo. Quelque chose dans son visage le fit perdre le fil de ses pensées. Il regarda ses notes. Nous avons besoin de leaders qui comprennent que le caractère se révèle dans la façon dont nous répondons aux défis. Ses yeux glissèrent vers Michael, qui se tenait près du télésouffleur. Sa posture attentive, mais son regard direct et inébranlable. Encore une fois, James vacilla. Un éclair de confusion traversa ses traits. Les leaders qui croient que notre héritage est défini par... Il s'arrêta de nouveau, son regard revenant à Zoé au piano, puis à Rebecca dans le public, puis de nouveau à Emma avec son appareil photo. Le public commença à murmurer, inquiet du trébuchement inhabituel du candidat. Normalement poli, Rebecca vit le moment où cela fit tilt, le moment où James réalisa qui étaient ces jeunes gens, ce que signifiait leur présence à ses côtés. Son visage pâlit légèrement. Ses jointures blanchirent alors qu'il agrippait le podium. « Notre héritage !»
continua-t-il, sa voix légèrement tendue, est définie par nos actions, pas seulement par nos paroles. L'ironie de sa déclaration flotta dans l'air, du moins pour les 5 personnes qui comprenaient tout le contexte. James se ressaisit, terminant son discours sous des applaudissements nourris. Mais ses yeux continuaient de revenir à Rebecca et aux 3 jeunes adultes dont la présence l'avait tellement dérangé. La pianiste, la photographe, le stagiaire attentif. 3 jeunes visages qui ne devraient pas être familiers, mais qui l'étaient d'une certaine manière. Connectés à la femme qu'il avait jetée il y a 20 ans parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Lorsque le programme formel se termina et que la foule se dispersa pour socialiser, Rebecca resta assise à sa place, regardant James se déplacer dans la pièce avec Catherine à ses côtés. Son sourire de politicien restait fermement en place, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses yeux suivaient les mouvements de ses enfants dans la pièce. Finalement, comme elle savait qu'il le ferait, James s'approcha d'elle, cette fois avec Catherine à ses côtés. « Rebecca, » dit-il, sa voix basse et urgente. « Pouvons-nous parler en privé maintenant? » Rebecca considéra la demande, puis hocha la tête. Bien sûr, ils se dirigèrent vers une petite antichambre de la salle principale. Catherine suivit malgré le fait de ne pas avoir été explicitement invitée. Lorsque la porte se ferma derrière eux, le sang-froid de James s'effondra légèrement. « Qu'est-ce que tu fais exactement ici? » exigea-t-il. « Est-ce une sorte de coup monté? » Rebecca haussa un sourcil. « J'assiste à un événement public de campagne, James. Il n'y a pas de loi contre cela. Et ces jeunes gens, la pianiste, la photographe, le stagiaire, ils sont avec toi, n'est-ce pas? C'est une sorte d'embuscade coordonnée. Ce sont mes enfants, dit simplement Rebecca. Et ils voulaient voir l'homme qui a décidé un jour que l'adoption n'était pas assez bonne pour son image de famille. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent de maman. « Tes enfants? Tu as adopté? »« Oui, » dit Rebecca, se tournant vers elle. 3 frères et sœurs qui avaient perdu leurs parents. Ils auraient été séparés dans le système de placement familial. Mais je ne pouvais pas laisser cela se produire, pas quand j'avais assez d'amour pour eux tous. James passa une main dans ses cheveux, son masque politique s'estompant encore plus. « Alors tu les as amenés ici pourquoi, m'embarrasser, perturber ma campagne? »« Non, » dit Rebecca calmement. « Ils sont venus ici parce qu'ils voulaient voir l'homme qui a rejeté leur mère pour être infertile. L'homme qui prétend valoriser la famille tout en abandonnant sa femme à son moment le plus vulnérable. L'homme qui fait maintenant campagne sur les valeurs familiales et les engagements sacrés. » Catherine se tourna vers James, la confusion évidente. « De quoi parle-t-elle, James? » La mâchoire de James se serra. Rebecca fait référence à la fin de notre mariage, une vieille histoire sans pertinence pour... Il m'a quitté le jour après qu'on m'ait diagnostiqué une insuffisance ovarienne prématurée, dit Rebecca à Catherine. Sa voix était douce malgré la dure vérité de ses mots. Il a dit qu'il avait besoin d'enfants biologiques pour continuer son nom et son héritage, que l'adoption n'était pas acceptable. Catherine regarda son mari, la surprise remplaçant la confusion. « Est-ce vrai? Tu l'as quittée parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant? » « C'était plus compliqué que ça, » dit James avec raideur. « Nous voulions des choses différentes. Le mariage ne fonctionnait pas. » Le mariage allait bien, jusqu'à ce que tu découvres que je ne pouvais pas te donner d'enfant biologique, corrigea Rebecca. En 6 mois, tu étais fiancé à Catherine. En 1 an, vous aviez un enfant en route. Catherine recula légèrement, comme si elle voyait son mari sous un nouveau jour. Tu ne m'as jamais dit que c'était la raison pour laquelle ton premier mariage s'est terminé. Ce n'était pas pertinent, insista James. C'était un moment différent de ma vie. La porte s'ouvrit et Michael entra, l'air inquiet. « Maman, tout va bien? » Rebecca sourit à son fils.
Tout va bien, Michael. Le juge Harrington et moi clarifions juste un peu d'histoire. Michael. James regarda entre eux. Mon nom est Michael. Michael Sullivan Morgan, répondit le jeune homme. Mon nom de naissance était Sullivan, mais maman a légalement ajouté son nom lorsque nous avons été adoptés. La porte s'ouvrit de nouveau et Zoé et Emma entrèrent, flanquant leur mère de manière protectrice. « Et vous devez être la pianiste », dit James à Zoé, sa voix tendue. « Et la photographe. Je suis Zoé, dit-elle doucement. Voici notre sœur. » James regarda les trois frères et sœurs, puis Rebecca, la compréhension et l'incrédulité luttant dans son expression. « Alors c'est pour ça que vous êtes ici, pour me montrer que tu as construit une famille après tout. Nous sommes ici parce que nous voulions voir l'homme qui pensait que la biologie était plus importante que le caractère, dit Michael, sa voix ferme mais intense. L'homme qui se dit champion des valeurs familiales, tout en abandonnant sa femme quand elle en avait le plus besoin. Vous n'avez pas le droit de me juger, commença James, sa voix se durcissant. Vous ne savez rien de... Nous savons tout, coupa Emma. Nous savons que tu as épousé maman quand elle avait 25 ans. Nous savons que tu construisais déjà une carrière politique. Nous savons que, lorsqu'elle n'a pas pu avoir d'enfant biologique, tu l'as jetée comme si elle était défectueuse. Et tu as épousé une femme plus jeune qui pouvait te donner les héritiers que tu voulais. Emma, dit Rebecca doucement, posant une main sur le bras de sa fille. Ça suffit. Catherine regarda James comme si elle voyait un étranger. Est-ce vrai? Tout. Le visage de James devint cramoisi. C'était un moment différent de ma vie. J'étais plus jeune, plus concentré sur certaines attentes traditionnelles. Tu m'as dit que ton premier mariage s'était terminé en raison de différences irréconciliables, dit Catherine, sa voix creuse. C'était plus facile que d'expliquer les complexités de... De quoi? Coupa Catherine. Du fait que tu as abandonné ta femme parce qu'elle était infertile. Elle secoua la tête. Un rire amer s'échappa. Mon Dieu, l'ironie. James fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Catherine regarda Rebecca et les enfants, puis son mari. Nous devrions continuer cette conversation ailleurs. Un coup à la porte empêcha toute autre discussion. La coordinatrice de campagne passa la tête. Juge Harrington, le journaliste du Boston Globe attend votre entrevue et plusieurs donateurs importants demandent à vous parler. James ajusta sa cravate, le masque politique se remettant en place. J'y serai tout de suite. Il se tourna vers Rebecca, sa voix basse et urgente. Ce n'est pas le moment ni l'endroit pour cette conversation. Il n'y a pas de conversation, James, répondit Rebecca calmement. Nous ne sommes pas venus pour la confrontation ou le scandale. Nous sommes venus pour la vérité. Ta version de la vérité, murmura-t-il. Dis-moi quelque chose que j'ai dit qui ne soit pas vrai, défia Rebecca. As-tu quitté ou non notre mariage spécifiquement parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant biologique? M'as-tu dit ou non que l'adoption n'était pas une option parce que tu avais besoin de ta propre lignée sanguine? Le silence de James fut une réponse suffisante. C'est ce que je pensais, dit Rebecca doucement. Va finir ton événement de campagne, James. Nous n'interromprons rien d'autre. Alors que James se tournait pour partir, Michael parla. Juge Harrington, je présenterai ma démission de stage, avec effet immédiat. Je suis désolé pour tout inconvénient. James fit une pause, étudiant le jeune homme sérieux. Vous êtes un organisateur talentueux. C'est dommage de perdre votre talent. J'ai beaucoup appris sur la politique pendant mon bref passage au sein de votre campagne, répondit Michael. Sa signification était claire. Plus que ce à quoi il s'attendait, James hocha la tête raidement et partit. Catherine le suivit après un dernier regard conflictuel à Rebecca. Lorsque la porte se ferma, Emma fut la première à parler. « As-tu vu son visage quand il a réalisé qui nous étions? Ça en valait la peine. Totalement. La façon dont il a trébuché pendant son discours sur les valeurs familiales,
ajouta Zoé avec une satisfaction tranquille. C'était comme regarder la dissonance cognitive en temps réel. Rebecca regarda ses enfants. Leur posture protectrice, leur juste indignation en son nom, leur fierté non dissimulée d'avoir orchestré cette confrontation. L'amour la submergea. « Je pense que nous avons accompli ce que nous étions venus chercher, » dit-elle doucement. « Il est temps de partir. » « Mais le gala n'est pas terminé, » protesta Emma. « Tu ne veux pas voir ce qui se passe ensuite? » Catherine semblait assez choquée par la vérité. Rebecca secoua la tête. Il ne s'agissait jamais de détruire le mariage ou la campagne de James. Il s'agissait de confronter le passé et d'être vu. C'est ce que nous avons fait. Maman a raison, dit Michael. Toujours le plus pratique. Nous avons fait valoir notre point de vue avec dignité, comme nous l'avions convenu. Alors qu'ils ramassaient leurs affaires et se préparaient à partir, Rebecca jeta un dernier regard sur la salle opulente, qui représentait le monde auquel elle avait autrefois appartenu. Elle ne ressentit aucun regret, aucune nostalgie pour la vie qu'elle aurait pu avoir. Seulement de la gratitude pour celle qu'elle avait construite à la place. Dans le hall, alors qu'ils attendaient leur voiture, une voix appela. « Rebecca attend. » Ils se retournèrent et trouvèrent Catherine Harrington s'approchant seule, son élégant sang-froid légèrement effiloché. « J'ai besoin de te parler, » dit-elle. « En privé, si possible. » Rebecca hésita, puis hocha la tête à ses enfants. « Montez dans la chambre. Je serai là sous peu. » Lorsqu'elles furent seules, le masque soigné de Catherine s'effondra légèrement. Je ne sais pas quoi dire. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle ton mariage s'est terminé. Peut-être il y a longtemps, dit Rebecca. Tu n'as rien à te faire pardonner, n'est-ce pas? Le rire de Catherine était creux. J'étais le remplacement, le modèle plus jeune et fertile. Tu avais 22 ans, dit Rebecca doucement. Tu es tombée amoureuse d'un homme charismatique. Tu n'as pas détruit mon mariage. Il était déjà terminé. Catherine la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Comment peux-tu être si aimable? Après ce qu'il a fait, après ce à quoi j'ai, sans le savoir, participé. Rebecca considéra la question. Parce que l'amertume est un poison qui ne nuit qu'à celui qui le porte. Et parce que la vie que j'ai construite après James est plus belle que tout ce que j'aurais jamais pu imaginer avec lui. Catherine hocha lentement la tête. Puis elle regarda autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules avant de parler à nouveau. Il y a autre chose que tu devrais savoir, quelque chose d'ironiquement approprié. Elle prit une profonde inspiration. Je lutte contre l'infertilité depuis les 5 dernières années. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. Quoi? Nous essayons d'avoir un 3e enfant, expliqua Catherine. James veut un bébé de campagne, parfait pour son image d'homme de famille. Mais cela n'arrive pas. Nous avons essayé des traitements, des spécialistes. On m'a diagnostiqué une infertilité secondaire, sans cause claire. Je suis désolé, dit Rebecca sincèrement. C'est un chemin douloureux. James a été moins que solidaire, continua Catherine, sa voix tendue. Il continue de dire que nous n'essayons pas assez fort, qu'il doit y avoir autre chose que nous pouvons faire. Il refuse d'envisager que cela n'arrive peut-être pas. Et comment te sens-tu à ce sujet? Les yeux de Catherine se remplirent de larmes. Inadéquate, brisée, toutes les choses que je suis sûr que tu as ressenties il y a 20 ans. Elle essuya rapidement une larme. L'ironie ne m'échappe pas. L'homme qui a quitté sa femme pour être infertile est maintenant confronté au même problème avec son remplacement. Rebecca sentit une vague d'empathie pour cette femme qui, sans le savoir, était entrée dans un schéma qui se répétait maintenant. Catherine, ta valeur n'est pas définie par ta fertilité. Celle d'aucune femme ne l'est. Je le sais intellectuellement, dit Catherine, mais émotionnellement,
quand ton mari te fait comprendre que c'est ce qu'il valorise le plus. Rebecca n'avait pas de réponse à cela. Elle avait fait face à la même réalisation dévastatrice 2 décennies auparavant. « Tes enfants sont remarquables », dit Catherine après un moment. « Protecteurs, intelligents, réussis. Tu as clairement fait un travail extraordinaire en les élevant. »« Merci », dit Rebecca. « Ils sont la lumière de ma vie et une preuve claire que la famille n'est pas une question d'ADN, c'est une question d'amour et d'engagement, » ajouta Catherine doucement. Elles restèrent silencieuses pendant un moment. 2 femmes liées par le même homme, le même rejet douloureux, à 20 ans d'intervalle. « Que feras-tu » demanda Rebecca finalement. Catherine se redressa. Le sang-froid revint. « Je ne sais pas encore, mais te voir ce soir, voir la famille que tu as construite, la force que tu as trouvée, cela m'a clarifié certaines choses. » Elle offrit un petit sourire sincère. « Merci pour ce cadeau inattendu. » Elles se dirent au revoir par une poignée de main qui ressemblait à la clôture d'un cercle. Alors que Rebecca regardait Catherine retourner au gala et à son mari, elle ne ressentit aucun triomphe, aucune justification. Seulement un sentiment de paix tranquille. En haut, ses enfants attendaient avec impatience. « Que voulait-elle » exigea Emma au moment où Rebecca entra dans la pièce. « S'excuser » dit simplement Rebecca, « et partager quelque chose de privé qu'il ne m'appartient pas de révéler. » Michael étudia son visage. « Tu vas bien? Est-ce que tout cela était une erreur? La famille qu'elle avait construite par amour, plutôt que par biologie. La preuve que James Harrington s'était trompé sur ce qui comptait le plus. »« Non, » dit-elle doucement. « Ce n'était pas une erreur. C'était un aboutissement, une boucle bouclée. » 1 semaine plus tard, de retour chez elle à Chicago, un colis arriva. À l'intérieur se trouvait un journal de Boston avec un petit titre. Le juge d'État Harrington suspend sa campagne pour le Sénat. Il cite des priorités familiales. La note jointe, écrite à la main sur du papier crème, disait simplement « Certaines vérités, une fois vues, ne peuvent être ignorées. Merci pour ta grâce. » Rebecca rangea la note, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. Pas de vengeance, pas même de justice, exactement. Juste la vérité, enfin reconnue. Et pour elle et ses enfants, c'était suffisant. Le parcours de Rebecca Morgan, de la désillusion à la guérison, nous rappelle que les véritables valeurs familiales ne sont pas une question de slogans politiques ou de photos parfaites sur les sites web de campagne. Il s'agit d'être là, de choisir l'amour quand c'est difficile, de créer des liens qui transcendent la biologie. Si l'histoire de Rebecca a résonné en vous, nous serions ravis d'entendre vos propres expériences avec la famille trouvée. Avez-vous construit des liens qui vont au-delà du sang? Avez-vous trouvé une famille dans des endroits inattendus? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez voir plus d'histoires de résilience, de rédemption et du vrai sens de la famille, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine.